Coup, bienvenue à toutes binaires sur comment mobiliser les élus pour travailler de manière transversale avec un exemple sur la question de l'urbanisme favorable à la santé. Donc, merci beaucoup à Cynthia Benkoucha et à Stéphanie Casanova d'être présentes aujourd'hui. Cynthia, je vous laisse la parole pour commencer à parler de la mobilisation des élus. Oui, alors je ne présente pas que l'argumentaire, mais l'ensemble des démarches territoriales de santé qui est prévu. On vous remettra le PowerPoint, donc il a un petit peu, il a pas mal de textes, mais comme ça, vous l'aurez en support, avec voilà, un contenu un peu plus accessible. Donc, je vous propose du coup, dans un premier temps, de présenter le Comité régional d'éducation pour la santé et ses missions, notamment sa mission d'animation régionale de la coordination territoriale en santé. Un petit point sur l'historique et les caractéristiques des dynamiques des marches territoriales de santé. Quelques exemples en région PACA de ces différentes démarches. Donc là, c'est pareil, peut-être que je rentrerai pas dans le détail en fonction du temps qu'il me restera, mais du coup, vous l'aurez en support. Et puis, en quatrième point, je ferai un petit focus, je ne l'ai pas mis là, mais sur l'argumentaire dont je vais évidemment parler quand même au cours de cette présentation. Donc moi, au CRES, je suis en charge de l'animation régionale de la coordination territoriale en santé, c'est-à-dire des coordinateurs ASV, ateliers santé-ville, contrats locaux de santé, conseils locaux de santé mentale. Également en co-animation de la démarche de mise en œuvre des projets territoriaux de santé mentale. Et puis voilà, quelques autres missions, mais pour le plus gros, ce sont celles-là. Donc, le comité régional d'éducation pour la santé, j'arrête ma vidéo, je suis plus à l'aise. Le comité régional d'éducation pour la santé est un centre de ressources généraliste en santé publique, éducation pour la santé et promotion de la santé qui existe depuis 1975, qui œuvre en faveur d'une approche globale de la santé selon la définition de l'OMS, pour qui donc la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, ce qui implique donc d'agir sur les déterminants de la santé. Donc on est vraiment dans la promotion de la santé. C'est une structure loi 1900. Donc, le CRES s'inscrit dans le paysage national et régional de la santé publique et de la promotion de la santé. Au niveau national, on est membre du Haut Conseil de la santé publique, puisque notre directrice en est la vice-présidente, partenaire de Santé publique France, qui on déploie notamment à l'échelle régionale la campagne Moi sans tabac. On adhère à la Fédération nationale d'éducation pour la santé, la FNES, qui fédère l'ensemble des IREPS, instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. On est en partenariat avec l'Institut national du cancer qui nous finance sur les projets, etc. Et sur le plan régional, on travaille en partenariat étroit avec les comités départementaux d'éducation pour la santé, les CODES, qui sont un peu les pendants départementaux du CRES, le CRES œuvre à l'échelle régionale. On a pour partenaire l'Observatoire régional de la santé et nos financeurs principaux, le Conseil régional et l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on a de nombreuses missions, hein. Je ne vais pas toutes les développer, mais voilà, donc on a avant tout, on est un centre de ressources documentaires, donc on a 3 documentalistes qui produisent des outils documentaires sur les thématiques d'éducation pour la santé, promotion de la santé, santé publique, qui sont un peu le fondement de toutes les actions qu'on va ensuite proposer. Et l'objectif de nos missions, pour simplifier, c'est de favoriser la diffusion des bonnes pratiques et d'améliorer les pratiques et connaissances des acteurs qui sont donc concernés par notre structure, à savoir les professionnels du champ sanitaire, social, médico-social, de l'éducation, encore les élus. Donc nous, voilà, ce sont plutôt les professionnels de première ligne avec lesquels on travaille et pas le grand public. Donc, l'animation régionale de la coordination territoriale en santé, je vous présenterai aussi brièvement que possible quelles sont les missions du CRES. Donc, déjà, c'est une mission qui est cofinancée par l'ARS et la DRETS, qui est l'ancienne DRJSCS.
qui a 4 objectifs, qui repose sur 4 objectifs. Donc, observer les dynamiques territoriales en santé, donc CLS, ASV, CLSM. À l'origine, donc, on était missionné sur les ateliers santé-ville, puisque ça fait très longtemps que le CRES anime cette démarche de coordination. Et puis, bon, d'autres dispositifs voilà, se sont aussi déployés et du coup, voilà, on les a intégrés à notre démarche d'animation. Voilà, ça consiste à observer leur contenu, leur fonctionnement, leurs articulations, leurs partenariats. Selon les besoins, on mettra en œuvre des projets voilà, en fonction des besoins par rapport à l'observation, d'améliorer les pratiques et connaissances des acteurs, d'accompagner l'Agence régionale de santé dans son plaidoyer en direction des élus et des collectivités, donc pour la mise en place de ces démarches territoriales de santé, puisqu'un des gros enjeux, c'est d'encourager du coup les collectivités à les mettre en œuvre, et puis d'articuler les stratégies et actions du national avec le niveau local par notre partenariat avec des structures et des instances nationales, à l'instar de la Fabrique Territoire Santé, qui est une association qui vise à promouvoir l'ensemble de ces démarches. On a élaboré dans l'objectif de mieux observer ces dynamiques territoriales de santé, une cartographie l'année dernière, voilà, que vous trouverez, à laquelle vous pouvez avoir accès grâce au lien qui est indiqué sur ce PowerPoint, qui permet du coup de recenser et référencer l'ensemble des démarches dynamiques sur la région PACA. Donc, on a répertorié les CLSM, ASV, CLS, et on peut par ailleurs avoir accès à une description de leur contenu, de leurs objectifs, grâce en fait à la synchronisation avec notre base de données OSCAR, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui permet du coup de valoriser les actions de prévention et promotion de la santé, mais aussi du coup les démarches qu'on a décidé du coup de recenser dans OSCAR également en tant que projet de santé à l'échelle d'un territoire. Donc, parmi les actions qu'on mène pour améliorer les pratiques et connaissances des acteurs concernés par ces démarches, qu'ils soient coordinateurs ou partenaires, on organise des journées d'échange régionales. Pour vous citer les dernières, une journée sur de la promotion de la santé à l'accès aux soins, quelle articulation entre l'ensemble des démarches à l'heure des CPTS, qui sont les communautés professionnelles territoriales de santé, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, c'est quelle articulation, en gros, quel continuum entre la promotion de la santé et l'accès aux soins, pour donc encourager le décloisonnement des différents champs. Et une journée qui s'est déroulée en octobre sur la réduction des inégalités sociales de santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, une responsabilité collective et partagée, donc avec l'idée, à la lumière de ce qu'a montré la crise sanitaire, en particulier parmi les populations les plus précaires, l'intérêt de renforcer et de mieux se saisir des ateliers de santé-ville, qui sont vraiment des outils de santé publique et de santé à l'échelle des quartiers prioritaires. Et puis, on peut organiser des formations thématiques, comme l'an dernier, on a organisé des formations au diagnostic territorial pour permettre aux acteurs de réaliser de façon autonome leur diagnostic de santé et puis suivre et élaborer du coup leur projet de santé. Enfin, dans notre objectif de plaidoyer, donc d'accompagner l'ARS dans son plaidoyer en direction des élus et des collectivités, on a donc élaboré début 2020 un argumentaire pour les élus locaux afin de les aider, de les encourager à mettre en place ces démarches-là. Je ferai un petit point dessus tout à l'heure. Il a une vocation pédagogique, hein. L'idée, c'est vraiment voilà, de faire comprendre aux élus quelle marge de manœuvre ils peuvent avoir, y compris si ce ne sont pas des élus santé. Donc, il y a voilà, un volet assez pédagogique sur tout ce qui est déterminant de santé, promotion de la santé. Donc, les dynamiques territoriales de santé, je vous propose un petit historique et une description de démarches qui concernent notre animation au CRES. Donc, certains d'entre vous les connaissent
déjà peut-être ces démarches aussi. Je suis désolée pour ceux qui sont déjà bien au fait de ces approches-là. Donc on peut revenir, sur l'histoire de la enfin, alors, modestement, hein, et puis, une histoire finalement, assez récente, je n'irai pas trop loin. Sur la territorialisation des politiques de santé, c'est un long processus qui est toujours en œuvre. Heu, donc initialement, elle avait pour point de départ, en 1970, la création de la carte sanitaire, donc qui était centrée sur, l'hôpital, et sur les besoins de l'hôpital en termes d'équipement. Donc on était très à l'époque, hospitalo-centré. Il faudra attendre 20 ans, donc en 91 avec, une loi qui est la loi de 31 juillet 91 portant sur la réforme hospitalière, qui fait émerger la région comme le référent territorial en matière d'organisation de santé, et la naissance donc des SROS qui n'existent plus depuis, ce sont les schémas régionaux d'organisation sanitaire, qui donc là ont des objectifs déjà un peu plus qualitatifs de l'organisation sanitaire. Puis peu à peu, au fil du temps, s'opère un changement de paradigme, hein, où on va, à la fois, changer de dimension et de sens du territoire et de logique, en fait. On va passer, peu à peu d'une logique, de soins très sanitaire, en fait, à une logique, plus santé publique. Hem, donc le moment le plus marquant, c'est, le SROS, c'est la création du SROS troisième génération 2003, donc schéma régional, d'organisation sanitaire, qui, supprime, la carte sanitaire qui était jugée, trop rigide et trop technocratique, et à laquelle se substitue le territoire de santé. Donc le territoire de santé devient, le cadre, réglementaire de l'organisation des soins. Et puis, la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire de 2009, qui, elle, marque également un grand changement puisque donc elle inscrit le territoire au cœur de son dispositif et l'élargit à des activités donc de santé publique et d'accompagnement médico-social. On bascule vers une approche plus populationnelle, plus globale, de la santé, avec, une prise en compte donc, de l'environnement de vie des personnes. Et c'est là, dans cette loi HPST, qu'apparaît pour la première fois le contrat, local, de santé. Là qu'il est instauré. Alors il y a, évidemment, quand on parle de territorialisation des politiques de santé, la question du rôle des collectivités. Comme vous le savez, la santé n'est pas une compétence obligatoire des collectivités locales, même si elles ont un rôle dans tout ce qui est hygiène. Heu, donc, avec cette loi HPST de 2009 et la création notamment du contrat local de santé, leur rôle est néanmoins, légitimé et renforcé. Elles ont le pouvoir d'agir sur le nombre déterminant de santé, au regard du large éventail, de compétences dont elles, disposent, et elles peuvent en ce sens, agir, en faveur d'une approche globale et transversale, de la santé. Par ailleurs, le pouvoir de convocation du maire facilite les coopérations entre partenaires de la santé et des différentes politiques publiques. Ça, c'est un enjeu qui n'est pas du tout négligeable pour encourager du coup, des coopérations, multiples, multiprofessionnelles, intersectorielles qui sont nécessaires sur les enjeux de santé puisqu'aujourd'hui, l'idée c'est, vraiment d'aborder la question de la santé de façon transversale. C'est d'ailleurs, l'objet de ce webinaire. Et d'éviter le cloisonnement, mais du coup de l'intégrer comme un élément de réflexion, d'anticipation dans toutes les autres politiques publiques parce que chaque autre politique publique, heu, joue sur les déterminants de la santé et donc peut agir sur la santé des individus. Donc les, dynamiques territoriales de santé pour, se centrer sur les ateliers santé-ville, contrats locaux de santé et conseils locaux de santé mentale, sont des outils stratégiques et opérationnels à la territorialisation de la santé. Donc pour, les collectivités donc à l'échelle communale ou leurs regroupements, donc les EPCI. Hem, elles permettent de co-construire, structurer, planifier une stratégie locale de santé, déclinée en action,
Donc, elle repose sur une approche projet. L'idée, c'est effectivement qu'elle soit conçue selon une démarche projet, avec aussi un objectif d'évaluation. Et puis, elles permettent donc du coup d'agir sur la santé et plus globalement le bien-être et la qualité de vie des habitants. Et elles contribuent, enfin elles ont en tout cas pour vocation de contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Ça, c'est au cœur des objectifs des ateliers santé-ville et des contrats locaux de santé en particulier. Alors, ces définitions-là, elles sont issues de la réflexion voilà, d'un travail fourni par la Fabrique Territoire Santé, avec qui on est partenaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une association nationale qui vise à promouvoir l'ensemble de ces démarches-là, qui caractérise les démarches territoriales de santé de la façon suivante. Ce sont des démarches donc déjà politiques. Elles reposent donc sur la volonté des élus locaux, puisque, comme on le disait déjà, bon, même si c'est obligatoire, il faut quand même une volonté. Enfin, si elles ne sont pas obligatoires, mais même pour tout ce qui est obligatoire, il faut quand même à la base une volonté des élus locaux, des institutions et des professionnels locaux. Et donc, elles affichent aussi un enjeu de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, comme je le disais. Ce sont des démarches de projet. Donc, elles respectent une méthodologie de projet, j'en parlais aussi, pardon, je me répète. Donc, elles reposent sur un diagnostic partagé. Ce diagnostic permet de définir des priorités, une planification, la mise en œuvre et l'évaluation. Ce sont des démarches territoriales qui s'inscrivent dans un environnement donné, donc un territoire vécu et cohérent qui fait sens. Donc, les territoires peuvent être finalement pas différents selon les régions et les collectivités. Elles s'adaptent aux ressources et aux contraintes de ces territoires. Ce sont des démarches ascendantes, c'est-à-dire qu'elles partent des besoins du territoire, notamment grâce au diagnostic qui aura été élaboré au préalable et de tous ceux qui le composent, y habitent, y travaillent. Voilà, donc propose de co-construire des projets, des actions collectivement. Ce sont des démarches partenariales, donc qui s'inscrivent dans un travail en réseau avec l'ensemble des acteurs concernés à mobiliser autour de ces enjeux de santé. Elles visent à créer des synergies et promeuvent la co-construction et la co-décision des actions. Ce sont des démarches transversales, comme je disais, qui s'inscrivent dans le cadre de référence de la promotion de la santé et qui visent à favoriser donc, le bien-être global en agissant sur tous les déterminants de santé. Ce sont des démarches coordonnées qui s'appuient sur un coordinateur ou une équipe porteuse de la démarche. Et donc ça, c'est aussi un enjeu important parce que voilà, sans coordinateur, il est assez difficile de faire vivre ces démarches, faute de quoi elles peuvent donc voilà, rester inactives et coquilles vides. Et le coordinateur permet d'animer, de mettre en place, de suivre les projets. Donc, petit descriptif du coup des principales, enfin, de ces trois démarches qui sont les principales démarches, celles qui font l'objet de l'animation du CRES. Donc, l'atelier santé-ville, c'est la démarche précurseur. Elle prend sa source dans la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998 qui instaure dès ce moment-là la santé, en fait, la politique qui instaure comme objectif prioritaire de la politique de santé l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. C'est là que seront créés les PRAPS, les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. En parallèle, en 1999, l'atelier santé de ville est créé par le comité interministériel des villes. Donc, atelier santé-ville qu'on a conçu comme le volet santé du contrat de ville, donc de la politique de la ville. Et puis, en 2000, il faudra attendre 2000, une circulaire de la DGS pour que l'atelier santé-ville soit considéré comme une déclinaison donc, des PRAPS, des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins, et pour lui définir un cadre méthodologique qui encourage la mise en place de ces lieux de coordination locale entre tous les acteurs pardon,
de santé des villes. Donc, comme je disais, c'est le volet santé du contrat de ville de la politique de la ville. Donc, il est vraiment à la jonction de la politique de la ville et de la politique de santé. Il a pour vocation de participer à l'amélioration de l'état de santé des populations, bien sûr, des quartiers prioritaires de la ville et de réduire donc les inégalités sociales et territoriales de santé. C'est vraiment un des objectifs phare qui est celui également de la politique, c'est l'objectif de la politique de la ville, donc de réduire les inégalités sociales et économiques présentes dans les quartiers les plus défavorisés. Donc, il permet de favoriser l'émergence d'un lieu de coordination locale entre l'ensemble des acteurs impliqués sur les enjeux de santé. Il a pour vocation également d'associer les habitants et les professionnels aux choix et aux décisions qui sont prises relatives aux questions de santé. Son échelle, donc, c'est historiquement le quartier prioritaire de la ville. Il est parfois intégré dans les faits dans le contrat local de santé en tant qu'axe quartier prioritaire ou précarité, comme on peut le voir dans certains CLS. Voilà, donc il sert à favoriser des coopérations, des habitants, les différents acteurs et secteurs, et sa mise en œuvre s'appuie sur un référentiel national. Donc le contrat local de santé, qui est le modèle de référence aujourd'hui d'un projet territorial de santé, dans sa méthodologie, c'est fortement inspiré de l'atelier santé-ville. Donc il a été instauré par la loi HPST, comme je disais tout à l'heure, et il consiste en une contractualisation entre l'Agence régionale de santé et à minima les collectivités territoriales. On voit souvent comme voilà, signataire la préfecture, mais il peut y avoir également l'éducation nationale, le rectorat, le conseil départemental. Voilà. Il peut y avoir plusieurs partenaires, mais à minima, c'est l'Agence régionale de santé et les collectivités territoriales. Donc, il est au service d'une action locale en santé, une action qui se veut transversale, intersectorielle et de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Son échelle, à lui, c'est la commune ou son regroupement, donc des EPCI. De plus en plus, d'ailleurs, les contrats locaux de santé voilà, se situent à une échelle, du coup, une échelle de plusieurs communes. Donc, il a pour objectif aussi de favoriser la prise en compte de la santé dans les autres politiques publiques et leur coordination. Et il est considéré comme voilà, la suite logique et complémentaire de l'ASV avec une échelle plus grande. Et l'ASV, du coup, peut-être un de ses axes, comme je le disais, un axe quartier prioritaire de la ville. Donc, aujourd'hui, on estime à 313 contrats locaux de santé sur le territoire, voilà, et 200 seraient en projet. Donc voilà, c'est un outil qui est un bon outil s'il n'est pas un simple affichage, s'il est coordonné, voilà, s'il a une dimension stratégique opérationnelle. Voilà, il ne suffit pas de signer un contrat pour faire un projet efficient. Donc, le conseil local de santé mentale, donc, lui, est voilà, une démarche, un dispositif thématique, hein, puisqu'il a pour objet la santé mentale. On estime, enfin, on a comptabilisé, donc, d'après les chiffres du CCOMS, 260 CLSM, 60 sont en cours. Ils prennent leur source en 72, donc il y a très longtemps, lors d'une circulaire de 72 relative à la lutte contre les maladies mentales, alcoolisme et toxicomanie, qui dès lors encourageait la mise en place de conseils départementaux de santé mentale. Donc ça, c'était plutôt informel. Il faudra attendre 2016, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, pour lui donner une base juridique. Donc depuis, il se développe assez fortement. Donc c'est avant tout un espace de concertation et de coordination entre élus, le service de psychiatrie publique du territoire concerné, les usagers et leurs aidants. Ils se situent généralement, leur échelle à eux, c'est une collectivité, voilà, c'est plutôt une commune, hein,
parfois regroupement, une EPCI, mais c'est plutôt donc à l'échelle communale à l'heure actuelle. Voilà, donc ils permettent de définir des politiques locales et des actions à entreprendre pour améliorer la santé mentale, de la population du territoire concerné et lutter contre la stigmatisation, et la discrimination des personnes atteintes de troubles, de la santé mentale, notamment en diffusant une culture commune, de la santé mentale, voilà, pour travailler sur les représentations et les idées reçues, qui permet aussi de décloisonner les pratiques professionnelles en réunissant de nombreux professionnels potentiellement, pour pouvoir avoir un impact ou un lien avec les personnes, atteintes de troubles. Et comme l'ASV, il est parfois intégré dans le contrat local de santé, qui est un peu le supra-projet de santé d'un territoire, en tant qu'axe, santé mentale. Il ne repose pas sur, une contractualisation. Donc un petit mot sur, les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, qui se développent actuellement, de façon très dynamique. Pareil, elles ont été instaurées par la loi de modernisation de notre système de santé, du 26 janvier 2016 et elles constituent une mesure du plan Ma santé 2022 qui prévoit la création de 1 000 CPTS d'ici fin 2022. Donc il s'agit d'un mode d'organisation entre professionnels et à leur initiative pour une meilleure, coordination, donc c'est en faveur de l'exercice coordonné. Elle mobilise à la fois, les professionnels de soins, et théoriquement, on dira plutôt du social, du médico-social, parce que ça reste quand même encore aujourd'hui très composé de soignants, en fait, de professionnels, de soins, qui a pour, mission socle d'améliorer l'accès aux soins, notamment et en particulier de faciliter l'accès à un médecin traitant, sur un territoire, également, donné, hein, qui aura été prédéfini par les porteurs de la CPTS et d'améliorer leur prise en charge la prise en charge des soins non programmés en ville. Autre mission organisée, fluidifier les parcours pluriprofessionnels autour du patient et enfin développer des actions territoriales de prévention. Hem, Ce sont des démarches, qui bénéficient actuellement d'un accompagnement financier, assez, conséquent de l'Agence régionale de santé de l'assurance, maladie, aussi bien pour élaborer leurs projets que pour démarrer. Donc les enjeux, actuellement, c'est, d'encourager les articulations entre l'ensemble des démarches, existantes, et notamment entre ASV, CLS, CLSM et CPTS. D'identifier les complémentarités, de favoriser l'interconnaissance des acteurs, parce que voilà, on se rend compte que les acteurs ont un peu tendance à fonctionner de manière, cloisonnée et que, l'idée serait du coup de faciliter l'articulation entre, promotion de la santé, prévention et accès aux soins qui est plus quand même si elle a un objectif, de prévention, la CPTS est quand même plus orientée accès aux soins. Alors que, voilà, les CLS, même si là aussi il y a des axes accès aux soins, ont quand même, défendent une approche plus globale et plus de promotion de la santé. Voilà, donc il y a vraiment des jonctions, à faire avec ces acteurs-là, mais aussi avec l'ensemble, des acteurs de la prévention-promotion de la santé, à l'instar des CODES, comités départementaux d'éducation pour la santé ou autres structures de prévention et de promotion de la santé présentes sur les territoires. Les enjeux également, actuellement identifiés sont que, les ASV, enfin, c'est la crise aussi qui a permis, hein, de pointer ça, même si évidemment on l'avait déjà observé. Les ateliers santé-ville, contrats locaux de santé, conseils locaux de santé mentale ont été inégalement associés à la gestion de la crise, liée à la Covid-19. Donc, selon pour leur histoire, la volonté politique, de la collectivité ou le portage. Donc on n'a pas toujours mobilisé ces, démarches, pourtant, très proches des habitants, pour trouver des réponses. Mais bon, ça s'est quand même fait, hein, peu à peu.
Donc l'intérêt, c'est voilà, de poursuivre la valorisation de ces dynamiques et leur déploiement, et plus largement de continuer à sensibiliser aux enjeux de la promotion de la santé, en tenant mieux compte du coup de l'impact de l'action sur les déterminants de santé et voilà, d'être dans une démarche intégrée et de travailler avec l'ensemble des acteurs, pouvant agir sur ces déterminants de santé. Voilà, autre enjeu, c'est qu'on est à la veille, du renouvellement des contrats de ville, donc dont l'atelier santé ville est un outil. Et donc il est important de remobiliser l'ensemble des acteurs de la politique de la ville sur les enjeux de santé, de réaffirmer les missions de l'atelier santé ville au sein de la politique de la ville, et de faire en sorte du coup que, voilà, il soit mieux intégré par ces acteurs et mieux, articulé avec les autres outils de la politique de la ville, puisqu'il a un petit peu tendance parfois à être perçu comme un outil, lié, enfin voilà, pas de la politique de la ville puisqu'il est très marqué santé. Donc là, je vous avais proposé, en exemple, des contenus d'ateliers santé-vie, de contrats locaux de santé, conseils locaux de santé mentale de la région PACA. C'est issu du coup de la cartographie que je vous ai présentée tout à l'heure. Je vais peut-être pas, voilà, vous présenter tout ça, vous saurez que vous pourrez jeter un œil, mais bon, vous en avez aussi sur vos territoires, hein, donc ça permet un peu de voir de manière plus concrète quelles sont leurs missions. Donc voilà, donc déjà peut-être avant de basculer sur une présentation un peu plus détaillée de l'argumentaire, est-ce que vous auriez des questions ou des précisions par rapport à cette présentation? Le temps que les questions viennent, on avait parlé aussi quand on avait préparé le webinaire des PAT, des projets alimentaires territoriaux, et c'est vrai que ça fait moins le lien avec les dynamiques territoriales de santé, mais ça peut y participer, dans le sens de la nutrition où du coup les projets alimentaires territoriaux, permettent d'être un levier aussi pour travailler sur les déterminants de la santé, en matière de nutrition. Donc voilà, c'était juste pour compléter. Est-ce qu'il y a des questions de certains d'entre vous? Ou de l'expérience à partager, hein, également. OK. Donc, je vais faire un petit focus assez rapide, hein, sur l'argumentaire que vous connaissez et dont j'ai vaguement parlé tout à l'heure. Euh, donc, cet argumentaire, hein, il avait pour objectif de soutenir le rôle et la légitimité des collectivités à se saisir des enjeux de santé. On l'a édité enfin, c'était en début 2020, juste avant les élections municipales. Et donc, également pour objectif de valoriser des démarches dynamiques territoriales de santé et d'encourager leur mise en place, voilà, sachant que donc ce sont des missions facultatives. Donc, peut-être que je vais en profiter pour décrire le schéma, en fait, qui fait la couverture de cet argumentaire et qu'on a voulu illustrer ce continuum justement entre promotion de la santé, c'est-à-dire des milieux de vie, des environnements favorables à la santé. Là, voilà, hein, les immeubles peuvent illustrer les notions de logement, d'urbanisme. Voilà, le petit arbre, c'est les espaces verts. Et le vélo, évidemment, ce sont les mobilités, représentent des mobilités actives. Et il permet d'aller de façon fluide et accessible dans les milieux de soins, voilà, qui sont représentés par l'électrocardiogramme et le petit cœur qui représente le nom m'échappe tout à coup. Voilà. Donc du coup, c'était voilà, on a cherché un petit schéma qui puisse illustrer ce décloisonnement et l'articulation entre tous ces aspects-là et les déterminants en jeu. Euh, Là, j'essaie de passer la diapo, voilà. Donc là, cette diapo, elle reprend le sommaire, hein, c'est un petit zoom sur le sommaire. Comme je vous le disais, on a voulu être aussi didactique et pédagogique
que possible. Donc, dans un premier temps, on revient sur la responsabilité des élus locaux, des collectivités, tout en précisant que la santé n'est effectivement pas une compétence obligatoire, mais que chaque collectivité peut agir à sa manière sur cet enjeu-là. Donc, on présente dans cette partie quelques arguments forts qui plaident en faveur d'une implication des collectivités pour la santé des habitants. Il faut dire que la crise sanitaire est venue réaffirmer et vraiment pointer du doigt cette place essentielle que les collectivités peuvent et ont à occuper sur les enjeux de santé publique plus globalement. Donc ensuite, dans la partie comment agir, alors pardon, je peux vous mettre le lien si vous voulez. Je peux vous mettre le lien si vous voulez observer l'argumentaire de votre côté pendant que je le diffuse. Donc je vais mettre dans le chat le lien si vous voulez y accéder, puis vous l'aurez comme ça, si j'y arrive. Je le mettrai aussi avec le replay en lien sur notre site internet. D'accord, voilà. Donc je l'ai envoyé. En cliquant sur le lien, vous aurez directement accès à l'argumentaire. Donc, voilà, donc ensuite, c'était dans la partie comment agir en faveur de la santé des habitants. On revient ici sur une définition des déterminants de santé. Bon, déjà, c'est revenir sur de quoi on parle quand on parle de santé, parce qu'on a encore une représentation en France très marquée sanitaire. Or, 80% c'est des données qu'on présente dans ce document, 80% de notre état de santé est lié à notre environnement physique et social, à nos habitudes et conditions de vie. Donc, c'est l'environnement aussi, il y a des habitudes de vie qui vont déterminer notre état de santé et pas uniquement les questions d'accès aux soins, d'accès à la médecine. On aborde également les inégalités sociales de santé qui montrent qu'on n'est pas tous, loin de là, égaux face à la santé, une santé favorable. On aborde des questions de gradient de santé, etc. Et puis, c'est dans cette partie qu'on présente, on sensibilise, on va dire, à ce que sont les déterminants de santé et plus globalement la promotion de la santé. Voilà, donc on présente notamment un diagramme qui est assez, enfin, qui est plutôt un diagramme fréquemment utilisé par les acteurs de la promotion de la santé, le diagramme de Dahlgren et Whitehead, qui illustre l'ensemble des facteurs impliqués sur la santé des individus et leur niveau d'influence. Donc, il revient sur les facteurs biologiques, individuels, liés à l'âge, au sexe, à la constitution, l'impact de l'environnement, des réseaux, des conditions de vie, des environnements et conditions de vie, des aspects économiques, du logement, et puis les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales plus globales. Et donc, on explique là que les collectivités peuvent agir sur chacun de ces niveaux à sa manière. Sur la partie donc, dynamique territoriale de santé, je présente là globalement ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ce qui caractérise ces démarches, en quoi elles sont utiles, et puis quelles sont leurs caractéristiques spécifiques entre contrat local de santé, atelier santé ville et conseil local de santé mentale, plus d'autres leviers d'action pour agir sur la santé, comme les évaluations d'impact sur la santé et l'adhésion à un réseau ville santé comme le réseau français des villes santé de l'OMS, à titre d'exemple. Enfin, sur la dernière partie, on a proposé quelques exemples concrets d'un contrat local de santé, une démarche d'urbanisme favorable à la santé que va vous présenter Stéphanie tout à l'heure. Et puis, une troisième action qui concerne le renforcement des compétences psychosociales
des enfants, des actions qui ont été menées dans des quartiers prioritaires de la ville à l'initiative d'un atelier santé-ville. Et donc là, c'est agir du coup sur un des déterminants de la santé qui sont les compétences psychosociales, l'estime de soi et la capacité du coup à prendre les bonnes décisions pour sa santé. Voilà, pour ma part, j'ai terminé ma présentation et je reste à votre disposition pour toute question ou demande de précision. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions pour le moment. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on passe à la présentation de Stéphanie. Et puis peut-être que du coup, on pourra à la fin plus échanger sur vous, comment vous mettez ça en œuvre sur vos territoires. Alors, moi, je vais vous présenter donc une démarche d'urbanisme favorable à la santé pour illustrer donc une mise en œuvre un peu transversale des actions sur, on va dire, l'adoption de comportements de vie sains, y compris alimentation, activité physique. Même si c'est pas une démarche spécifiquement centrée sur la nutrition, c'est une démarche un petit peu systémique et globale qui peut y avoir certains impacts, notamment quand on s'intéresse à l'aménagement comme déterminant voilà, de comportement de vie sain. Donc, cette démarche d'urbanisme favorable à la santé, elle s'est passée donc, enfin, elle se termine là en fait, pour sa première phase sur le territoire de Salon de Provence, donc au nord des Bouches-du-Rhône, sur un quartier donc en politique de la ville qui s'appelle les Canourgues et qui est lui-même divisé en trois entités géographiques assez distinctes, avec certaines plus de logements sociaux, plus précarisés que d'autres. Enfin, une caractéristique un peu typique de logements, enfin de quartiers politiques de la ville, avec des logements sociaux très importants, un niveau de formation faible, une augmentation des populations vieillissantes, même si la population est quand même assez jeune, mais quand même c'est notable et on voit que l'urbanisme permet aussi de prendre en compte ces questions de vieillissement de la population, parce que nous, on a eu une étude assez précise sur l'adaptation des logements et habitats connectés. Avec des espaces naturels à exploiter et puis un aménagement qui est une place gigantesque, qui est très peu exploitée, qui est un lieu de trafic qui est quand même à requalifier. Voilà un peu le contexte dans lequel s'est passée cette UFS, avec un territoire donc qui bénéficie, on en parlait tout à l'heure, d'un dispositif Atelier Santé Ville qui est implanté depuis longtemps, depuis 2002. Donc qui connaît bien le territoire. Et donc ce projet UFS, en fait, son origine, c'est vraiment les échanges, les articulations entre les équipes de rénovation urbaine, leur volonté d'y intégrer des démarches transversales comme la santé, plus spécifiquement la santé et les qualités de vie des personnes âgées. Un atelier santé-ville qui avait identifié l'opportunité, le besoin, mais qui était un peu en difficulté dans sa mise en œuvre. Et donc, cette équipe santé et rénovation urbaine très, très en lien. Et aussi des exemples d'UFS qui avaient eu lieu sur le territoire, qui nous ont aussi apporté de leur expérience, en fait. Une opportunité de projet, de financement, avec l'appel à projet du PRSE, qui soutient le développement de ces démarches, et un consensus rapide entre rénovation urbaine et santé sur l'opportunité et la volonté de poser un projet. C'est peut-être le b.a-ba, mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que dans ces démarches qui sont quand même systémiques, complexes, qui mobilisent pas mal de partenaires de différents horizons, je crois qu'une des clés de la réussite, c'est vraiment l'équipe projet. Parce qu'il y a beaucoup de tâches à faire. Celui qui se centre sur l'identification des impacts, des déterminants, voilà, enfin, c'est compliqué pour lui d'organiser la logistique. Donc, en fait, il y a tout un environnement favorable à mettre en place avant de mettre en place ces projets-là. Donc, nous, notre équipe projet, c'était le chef de projet et la chargée de mission rénovation urbaine, la coordinatrice atelier santé-ville, chef de projet santé, coordination des ASV métropolitains, donc moi-même. Donc, j'ai beaucoup participé sur la conception, l'élaboration du projet et son suivi jusqu'à financement. Un chef de projet de l'Observatoire régional de la santé, qui lui était chargé de plus travailler sur les personnes âgées,
des représentants de la loge IREM qui finançait, qui accompagnait ce travail sur les personnes âgées, sur la réhabilitation des logements, et le cabinet Cap Méditerranée qui a porté ce projet et mis en œuvre de façon technique cette UFS. Voilà, donc en fait, ce gros projet a pour objectif la concertation sur les objectifs, l'élaboration, le dépôt du projet et tout le suivi de toutes les étapes. Donc la visée, c'était, comme un peu toutes les démarches du UFS, de pouvoir intégrer les enjeux de santé publique dans le projet de rénovation urbaine du quartier des Canourgues et de développer des aménagements qui soient favorables à la santé. Donc, c'était de créer des conditions favorables à l'intégration aux aménagements dans le cadre du PRU, de préconisations qui étaient pour nous déjà existantes. Pas mal d'UFS avaient beaucoup travaillé sur l'identification des impacts, l'identification des déterminants. Et là, cette capitalisation nous a servi pour ne pas refaire ce même travail, mais plutôt s'appuyer sur des préconisations un peu généralistes existantes, notamment qui étaient mises en place en évidence par l'ORS-PACA, mais d'autres guides aussi, le guide Isadora, il y a pas mal de documentation maintenant là-dessus. De pouvoir les mettre en débat, de faire en sorte qu'il y ait une appropriation par les partenaires du PRU, qu'on puisse les intégrer déjà dans les plus basiques, dans les documents et des projets d'aménagement, et voir les mettre en œuvre très concrètement s'il y avait des projets qui sortaient de terre et qui s'y prêtaient. Et dans la continuité, le but, c'était de contribuer à l'identification d'un projet spécifique qui ferait l'objet d'une évaluation d'impact en santé, donc un projet spécifiquement plutôt qu'une globalité de quartier qui serait passé un peu au crible des déterminants et impacts sur la santé. Donc, nous, on a travaillé essentiellement à partir des déterminants de santé, notamment ceux en jeu dans les opérations d'aménagement et leurs impacts positifs ou négatifs. Donc, en fait, 3 grandes familles de déterminants: les modes de vie, les structures sociales et économiques, le cadre de vie, construction et aménagement, et les milieux et ressources. On a utilisé les travaux de recherche existants, comme je le disais, comme support d'animation, et pour ne pas refaire ce travail. Et on s'est appuyé sur, j'ai perdu, le guide Isadora et le guide ORS-PACA essentiellement. Voilà, donc cette démarche du UFS un petit peu globale, c'était de développer une culture commune sur la santé et de développer les compétences autour du concept d'urbanisme favorable à la santé, et aussi de l'aspect un peu systémique de la santé. C'est-à-dire le fait qu'on retrouve dans d'autres thématiques des déterminants qui vont venir impacter les conditions de vie et la santé des habitants. Permettre aux parties prenantes de s'approprier ces déterminants et cibler ce que l'on peut déjà intégrer dans les projets sans pour autant aller plus précisément vers une EIS, et de faire des préconisations pour ces aménagements. Ensuite, c'était d'encourager les partenaires à anticiper les facteurs qui ont une influence positive sur la santé. Et enfin, de cibler 3 projets qui pourraient mériter une EIS et les prioriser. Donc, on a eu un mode opératoire en 3 temps, je le disais tout à l'heure. Le pilotage et le suivi, c'était vraiment quelque chose de primordial et de très, très important pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc, on avait le comité de suivi qui est équivalent du gros projet que je présentais tout à l'heure, et un comité de pilotage composé du comité de suivi et des élus, donc à la politique de la ville, à la santé, qui en faisaient partie, et bien sûr les financeurs. Donc, on avait la région, l'ARS, qui sont présents. Donc, ces instances ont pour objet la concertation sur le projet et ses objectifs, l'organisation, le suivi, la mise en œuvre, et l'organisation d'ateliers de sensibilisation pour identifier les déterminants sur lesquels on peut agir et voir les priorités de IS. Donc, on a eu des ateliers, 6 ateliers qui ont eu pour objectif l'information, la sensibilisation, la concertation et un de restitution. Il y a eu un atelier avec l'ensemble des élus de la ville qui se sont mobilisés. Je ne sais plus combien il était, 6 ou 7, donc c'était assez intéressant. Des bailleurs, des associations de quartier
et les professionnels de l'éducation avec un temps de restitution. Et le contenu des ateliers, c'était de pouvoir faire passer déjà le fait, sensibiliser sur le fait qu'habiter un territoire qui est marqué par la précarité, c'est quand même être davantage exposé aux risques sanitaires qui sont même influencés par les déterminants. Donc, de faire entendre qu'on est là pour lutter contre les facteurs qui exposent et promouvoir les facteurs qui protègent. On a donc vraiment épluché ces familles de déterminants, donc avec 3 familles et 15 déterminants en jeu dans les opérations d'aménagement qui ont été mis en débat, et voir un petit peu lesquels étaient les plus prégnants sur le quartier, ce qui était important pour eux, et lesquels ressortaient de façon assez prégnante pour qu'on puisse déjà les prendre en compte dans les opérations d'aménagement. Donc voilà, sur les modes de vie, on avait tout ce qui concerne les comportements individuels, donc le fait de pratiquer l'activité physique ou pas, de s'alimenter de façon saine, tout ce qui concerne la cohésion sociale et l'équité. Donc voilà, ça c'est un déterminant qu'on n'identifie pas tout le temps, mais qui est vraiment primordial dans les opérations d'aménagement. Tout ce qui concerne la démocratie locale, l'accessibilité, le développement économique, tout ce qui est lié à l'habitat, cadre de vie, habitat, aménagement urbain, insécurité, et tout ce qui est lié aux milieux et ressources, donc les environnements naturels, le changement climatique, l'air, l'eau, déchets, les sols et l'environnement. Nous avons balayé tout ça avec des pistes intéressantes qui sont ressorties. Et parallèlement à ça, on a une approche aussi de la population avec des questionnaires des habitants pour pareillement essayer de voir un petit peu quels étaient les déterminants en jeu qui jugeaient prioritaires et qui remontaient, qui souhaitaient voir dans les pris en compte. Donc en gros, je vous le fais assez rapidement parce que c'est assez d'une part lourd comme production et en même temps en cours de validation. Ce qui est ressorti de façon assez prégnante quand on a vraiment synthétisé tout ça, sur tout ce qui concerne donc les modes de vie et structures sociales économiques, les points saillants, c'était vraiment une attente majeure autour de la promotion des comportements de vie sains à travers l'aménagement de l'espace et des actions de développement social du quartier. Donc, mobilité active, accès aux pratiques sportives, détente, et tout ce qui peut aussi donc favoriser l'activité physique. Ça, c'était assez prégnant. Autour de la cohésion sociale aussi, espaces de rencontre, de solidarité, l'importance donnée au sentiment d'appartenance et aux espaces de rencontre, et tout ce qui concerne l'accès aux services. Sur les cadres de vie, on était vraiment sur favoriser les modes de déplacement doux, c'est ce qui ressortait beaucoup, la gestion des déchets, déplacement des personnes à mobilité réduite, et sur les milieux ressources, développer et aménager des espaces, puisqu'il y a quand même des espaces de verdure très, très importants qui ne sont pas utilisés. Donc voilà, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc activité physique, alimentation, nutrition, on voit vraiment que c'est des démarches qui sont intégrées, systémiques, qui mobilisent plusieurs types de professionnels qui chacun peuvent activer leur levier, et que pour ce sujet-là, ce qui est intéressant, c'est de prévoir des aménagements qui favorisent l'activité physique, puisqu'on sait que l'alimentation toute seule, ce n'est pas suffisant, et des aménagements qui favorisent l'accès à une alimentation peut-être de qualité ou suffisante. On l'entendait tout à l'heure, des articulations avec le plan alimentation territoriale qui peut être intéressant. Donc voilà, en gros, sur cette thématique-là, les leviers que ça peut activer. Ensuite, il y a eu 3 projets phares qui sont vraiment ciblés pour une EIS et qui rejoignent encore cette question du déplacement, cette question de l'activité physique, des modes de déplacement doux, qui sont l'aménagement de la Pinède en parc accessible, donc pour les lieux de rencontre, de cohésion sociale, d'activité, de loisirs, la requalification de la place et l'aménagement d'un cheminement piéton qui traverserait l'ensemble du quartier et qui mériterait des aménagements spécifiques pour inciter à utiliser, à se déplacer à pied, voire en vélo. Alors, en termes de production, là, c'est encore en cours de validation. On a 7 axes de recommandation.
sur à la fois concevoir un projet favorable aux mobilités actives et aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'était très fort. Donc, tout ça fait l'objet de vraiment de préconisations très, très précises. Je ne voulais pas détailler là parce que c'est très touffu. De proposer une programmation, une répartition des logements et des espaces publics qui favorisent la cohésion sociale. Donc, avec des espaces de rencontre, cet aménagement de cette place, valoriser la fonction sociale des espaces au sein des îlots, hein, voire des spécificités qui développent un peu le sentiment d'appartenance. Faire attention à la question des 5 sens dans l'identité du lieu et la conception des différents espaces, tenir compte de la qualité de l'air, du bruit, de la qualité visuelle, esthétique des aménagements aussi. Là, plus en lien avec justement l'alimentation, tout ce qui est forme d'agriculture urbaine, préservant tout ce qui est qualité des sols, la lutte contre les îlots de chaleur et des espaces verts aussi préservés et aménagés via cette Pinède. Voilà, donc les 3 projets ciblés pour une démarche plus précise, le cheminement piéton, la place centrale et la requalification de la Pinède. Et avec en filigrane, voilà, donc en gros, c'est un projet qui est en cours de finalisation, qui va donner lieu à toutes ces productions-là en termes de livrables. Voilà, en gros. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un projet qui permet à la fois de travailler sur les aménagements, mais qui, en mobilisant tous ces professionnels, permet aussi de réattribuer des types d'actions. C'est-à-dire que comme on a un atelier santé-ville qui travaille aussi beaucoup sur la prévention, sensibilisation, parcours de soins pour tout ce qui est prévention de l'obésité, du surpoids, toutes ces actions de sensibilisation vont être bien sûr développées, maintenues par l'atelier santé-ville. Donc, ça fait un levier supplémentaire qui vient s'inscrire dans ces démarches territoriales, finalement, de développement de la santé de façon un peu globale. Donc, c'est pour ça que une équipe de professionnels, à la fois sur l'urbanisme, sur la santé, avec des domaines d'expertise, c'est intéressant sur ces démarches. Et c'est en ça que ça permet aussi de mobiliser les professionnels escomptés, y compris les élus. Voilà, donc c'est important aussi dans ces démarches-là de pouvoir identifier quelles vont être les actions qui vont relever de la politique de la ville, du droit commun, pour essayer de les relayer par ailleurs et de ne pas tout faire peser sur la démarche UFS qui, elle, se centre surtout sur les aménagements. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Marion. Le micro a été recoupé. Oui, ça y est, c'est bon. Oui. Je cliquais, je fais ça rapidement. Merci. J'ai appuyé comme ça. Non, ça me faisait juste écho. Moi, ce qui me questionnait et ce qui m'intéressait là, c'est on voit bien les leviers que c'est, les CLS, les ASV, enfin, toutes les instances qu'on a. On en a aussi au niveau de la ville. Après, mon interrogation, elle était aussi sur comment les autres élus, au-delà de ces dispositifs, sont sensibilisés aux questions de santé. Nous, on est dans les phases d'élaboration des politiques publiques et c'est une interrogation en termes de transversalité. Ce qui est le plus pertinent pour mobiliser les élus, c'est une politique publique de santé en propre ou comment on travaille aussi à la prise en compte de la santé dans les autres politiques publiques. Je ne sais pas si je suis très claire, mais la complémentarité entre l'échelle de la ville et de la métropole et par rapport à l'EIS, moi, c'est un collègue qui suit plus ça sur Nantes, mais on a vu aussi des fois la difficulté, parce que c'est des choses qui s'inscrivent dans la durée. Et du coup, il peut y avoir des changements d'interlocuteurs. Comment
comment la mobilisation des élus et des services se fait autour des préconisations qui ne relèvent pas des deux politiques publiques que vous avez identifiées, de la santé et de la politique de la ville. Enfin voilà, c'était un peu des… Ben, après, je dirais que ça dépend un petit peu des territoires et des dynamiques qui sont déjà engagées sur ces territoires. On peut rencontrer tous les cas de figure possibles, des élus pas du tout sensibilisés, pas de techniciens, auquel cas c'est beaucoup plus compliqué. À partir du moment où il y a une dynamique de santé, bon, il y a tout un travail technique qui s'engage déjà avec les techniciens au niveau des diagnostics, pour savoir si effectivement il y a une opportunité, il y a un besoin, il y a une sensibilisation des techniciens. Ça peut aussi être une sensibilisation directe des élus. Nous, on a pris le parti d'intégrer ça assez globalement parce qu'on sait que cette sensibilisation, elle est longue, elle est pas évidente. Et on avait destiné un atelier, nous, spécifique aux élus de la ville. Voilà, donc on a pu en mobiliser quand même 6 ou 7. C'est une ville de 46 000 habitants, donc c'était pas mal, enfin, les principaux. Voilà. Par ailleurs, au niveau de la métropole, de façon un peu, enfin pas forcément complémentaire, mais on met en place un cycle de rencontres et d'échanges à destination des acteurs métropolitains, bailleurs, l'urbanisme, politique de la ville, l'environnement, la mobilité, enfin tous les acteurs, et les élus pour sensibiliser sur tout ça avec des temps de formation, des ateliers et un séminaire. Donc, je crois qu'en fait, c'est une dynamique qui doit se lancer, en fait. Que ce soit sur un petit ou un grand territoire, mais c'est un travail de longue haleine, déjà pour arriver à sensibiliser sur le fait que la santé, c'est pas le soin. Bon, ça fait des années et on y est encore, hein, je dirais, en fait. Voilà, et on le voit bien, dès que le soin prend le dessus dès qu'il y a une possibilité de soigner les maladies, on le voit bien avec la Covid, toutes les questions environnementales passent un petit peu en arrière-plan et depuis des siècles, c'est comme ça, hein, en fait. Ouais, je soutiens ce constat-là. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Ouais. C'est que nous, voilà, au niveau du CRES, on produit des outils. On est tout à fait conscient que ça ne suffit pas. Et par exemple, quand on organise des journées d'échange régional sur ces enjeux-là, c'est assez compliqué d'arriver à mobiliser des élus. Mais quand ils viennent, ça marche, parce que quand on avait organisé une journée santé environnementale et CLS, et il y avait quelques élus, alors c'était en visio, c'était facilitant aussi. Et ça avait vraiment encouragé notamment une collectivité à s'engager dans un contrat local de santé. Donc, je pense que c'est vraiment un accompagnement de proximité qui doit se faire, hein. C'est un travail un peu de VRP, quoi, presque. Et puis, leur donner des moyens aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour les contrats locaux de santé, qui pourrait être un petit peu le socle qui est un peu le socle d'un projet de santé réfléchi à l'échelle d'une collectivité. La question du financement des postes de coordination est un sujet aussi. C'est-à-dire que dans certaines ARS cofinancent avec la collectivité le poste de coordination. Jusqu'ici, ce n'était pas le cas en provençal, en région PACA. Les postes de coordination étaient à la charge des CLS, étaient à la charge des collectivités. Et l'Agence régionale de santé, en revanche, finançait l'élaboration du diagnostic et du projet, ainsi que les actions qui découleraient du CLS. Donc, voilà. Mais on s'est rendu compte en tout cas, que c'était potentiellement un obstacle, que ce n'est pas facilitateur pour les collectivités. Et l'ARS a décidé du coup de cofinancer les postes de coordination parce qu'il y a une volonté au niveau de l'ARS d'encourager vraiment le déploiement des CLS. Donc, c'est aussi, est-ce que la porte d'entrée doit pas être la valorisation de projets très concrets comme celui que vient de présenter Stéphanie, qui parle peut-être de manière un peu immédiate aux élus et aux collectivités plutôt que de démarches, dispositifs qui peuvent paraître assez abstraites.
Il y a tout un travail aussi de formation, de sensibilisation, de culture commune. Quand on parle promotion de la santé, déterminant la santé, effectivement, c'est clair pour les acteurs qui ont le nez dedans au quotidien, mais pour les autres, voilà. Enfin, même la population générale, c'est pas toujours évident. Donc, il faut trouver à la fois des éléments de langage et des moyens, du coup, d'aller à la rencontre des élus. Ce que Stéphanie a décrit, ces rencontres organisées à l'échelle des collectivités, sont probablement ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, c'est un vrai sujet. Au niveau Il de faudrait, pardon, excusez-moi, bon, après, évidemment, il y aurait la question, même si ça ne fait pas tout, c'est peut-être de faire en sorte de changer les choses, de faire en sorte que la santé devienne une compétence obligatoire des collectivités. Donc, il y a certains porte-parole de ces questions-là qui revendiquent ce changement, voilà, que ça ne soit plus considéré comme une mission facultative, mais une mission obligatoire, même si on sait que ça ne fait pas tout. Oui, exactement. Et en fait, c'est difficile pour certains peut-être de comprendre qu'en travaillant sur des déterminants de la santé, via l'urbanisme par exemple, on peut arriver à travailler sur la nutrition ou l'activité physique de la population. Et sur la question des élus, on en avait déjà discuté avec Marion, mais en Pays de la Loire, on a aussi cette difficulté-là. Et nous, en tant que structure régionale, c'est vrai qu'on a moins de leviers. Enfin, on a du mal à toucher les élus. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour développer ce sujet-là, mais peut-être qu'effectivement, si ça part des collectivités, ça a plus d'impact qu'une structure régionale qui est un peu déconnectée peut-être du territoire. Après, il y a peut-être aussi des outils qui sont… Mais bon, c'est quand même assez nouveau aussi, ces démarches-là, quelques outils. Donc là, je pense, moi, à l'agence urbanisme du Var qui développe l'outil Map Santé, qui permet à la fois de cartographier les îlots de chaleur et de croiser avec les populations de plus de 65 ans, par exemple, d'une ville. Donc ça, c'est très, très concret pour des élus en termes d'outils, en disant, voilà… ce que les démarches peuvent apporter. Bon, là, on se situe au niveau d'une agence d'urbanisme, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir un outil comme ça sur une ville et de se dire, tiens, en priorité, pour tel et tel problème, les populations vulnérables là et là, et ça permet de cibler. Voilà, des actions un petit peu concrètes, parce que déjà, quand on manipule, c'est compliqué. J'avoue, des fois, quand on travaille sur des impacts, sur des déterminants, sur des trucs transversaux, on se fait un peu des nœuds au cerveau. Et voilà. Donc, bon, nous, au niveau métropolitain, ce qu'on aimerait bien faire, c'est arriver, voilà, à faire en sorte de simplifier ces démarches pour permettre une appropriation auprès des professionnels. Mais comme je le disais, je crois que le plus dur, c'est pas la démarche elle-même, c'est vraiment de trouver un angle d'attaque sur le territoire, ces équipes projets, les questions de temporalité aussi, parce que l'UFS, EIS, dans un projet de renouvellement urbain, c'est très compliqué par rapport à toutes leurs démarches, leurs méthodes, leur cahier des charges, là où ils en sont, de ce qu'ils vont développer, ce qui est en perspective, en projet, en cours. Donc, il faut un lien étroit. Voilà. Après, je Mais ce pense sont que… des démarches, de toute façon, qui sont nées en général dans des collectivités déjà avec une histoire forte, très investie sur les questions de santé. Ce n'est pas venu Oui, comme ça du jour au lendemain. c'est pour Un ça que je pense, processus. ouais, que c'est le technicien lui-même qui peut, comment dire, sensibiliser et amener l'élu à s'inscrire là-dedans. On le voit hein, au niveau de… Enfin, je travaille dans plusieurs collectivités, que ce soit les villes, la métropole. On va peut-être un peu plus sur des petites villes quand on est plus en proximité, mais l'élu, ce n'est pas forcément un expert aussi. Il a besoin que le technicien le lui rende concret, le lui explique, le rende accessible pour qu'il puisse s'en emparer. Si on reste que sur un discours un peu théorique, sans exemple précis ou sans projet perspective, c'est compliqué, en fait. Parce qu'on va se dire, on tombe dans des lieux communs, on dit, ah oui, mais bon, voilà, les espaces verts, ben, ça en fait déjà, ou voilà. Donc, c'est pas uniquement de Oui, il ça. faut comprendre le lien.
Voilà. Anouk a envoyé un message, alors, donc je crois qu'il n'y a que moi qui l'ai reçu, où effectivement elle précise que beaucoup d'élus pensent que la santé reste une compétence de l'État. Et lorsqu'ils signent un CLS, ils sont souvent frustrés car l'enveloppe qui permet de financer les actions est minime. C'est difficile de répondre quelque chose à ça parce que c'est une réalité, évidemment. Évidemment qu'on a, si on regarde dans les textes, on a beaucoup de choses en fait très intéressantes qui vont dans le sens. Et dans les textes de loi, on voit bon, le contrat local de santé, le conseil local de santé mentale, maintenant on a les projets territoriaux de santé mentale, on a les ateliers santé-ville, on a des tas d'outils à la main des élus, des collectivités, mais qui n'ont pas forcément les moyens de les mettre en œuvre. Donc c'est là que ça pêche. Et je pense qu'on est à peu près tous confrontés aux mêmes difficultés. Alors peut-être qu'il y aurait quand même quelque chose à développer, mais ça, ce n'est pas de notre ressort à nous, c'est l'évaluation. Je pense que si on était en capacité d'évaluer l'impact, alors il y a voilà, l'impact de toutes ces démarches ou d'une collectivité engagée sur les questions de santé, quelle que soit sa manière, l'impact sur la qualité de vie des habitants, le bien-être, finalement, mais aussi la cohésion sociale, ce que ça peut générer en termes au-delà de richesse aussi, peut-être économique aussi, parce que tout est quelque part lié. Peut-être qu'on aurait des arguments plus solides, en tout cas ceux qui sont exigés par les décideurs la plupart du temps pour s'engager dans ces démarches-là. Et je pense qu'on peut-être on manque un peu encore d'évaluation et qui permettrait du coup vraiment d'asseoir ces, ces enjeux-là. Et même si c'était sur le ton de la plaisanterie, quoique, en début de séminaire, de webinaire, où je précisais que moi aussi, je vais à vélo au travail, mais que je me suis fait voler mon vélo. Et ça pose d'autres questions, c'est-à-dire qu'effectivement, si on encourage les gens, la population, à acheter des véhicules, des vélos à assistance électrique, mais tout est lié, en fait, sur les enjeux d'urbanisme aussi. Mais si on n'anticipe pas la création d'abris sécurisés pour ces nouveaux outils-là qui représentent un investissement pour la population, même s'il y a des aides, etc., eh bien, ça peut être rédhibitoire et un frein parce qu'on voit que les gens qui se font voler des vélos, en fait, dans les études, sont très nombreux du coup, à ne pas racheter de vélo. Donc, voilà, tout est lié, c'est vrai, et doit être pris en compte dans une approche très globale de la santé. Et pour compléter sur l'aspect des budgets, alors c'est sûr que les budgets suffisent certainement pas. Mais après, ce qu'on essaye de montrer aussi, c'est qu'en développant des projets dans différents services, parfois une action peut participer à plusieurs objectifs. Et du coup, qu'il n'y a pas forcément besoin de développer des multitudes d'actions, mais qu'il faut surtout créer du lien entre ce qui existe et de la cohérence sur le territoire. Et on a accompagné notamment la communauté de communes du Pays des Achards en Vendée, là, qui voulait monter un projet Manger-Bouger de manière collégiale. Et en fait, ils se sont rendus compte que chacun dans son coin faisait des actions qui participaient au projet global du projet Manger-Bouger global sur le territoire. Et du coup, que par des financements un petit peu à droite à gauche, chacun participe à cet objectif global de promotion de la santé sur le territoire. Et donc, c'était intéressant aussi d'avoir fait ce travail-là parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient sur la bonne voie et que ce qui était existant, il fallait créer du lien et mettre plus de cohérence dans leurs actions, mais que tout n'était pas à refaire et qu'il y avait déjà beaucoup de choses existantes à valoriser. Avec des budgets, du coup, qui ne sont pas forcément étiquetés CLS, par exemple. Oui, Donc, je c'est ne sais pas souvent si ce qu'on ça répond. entend. Vas-y, Aurélie. C'est ce que tu dis, mais il y en a beaucoup qui veulent recréer des actions sans forcément voir ce qui est déjà existant et de faire le lien juste avec le collègue d'à côté qui travaille sur une thématique parfois différente et on a l'impression qu'on ne va pas avoir besoin de travailler avec lui. Ça peut quand même nous ouvrir des portes et puis travailler sur des projets sans avoir un budget alloué et recréer forcément quelque chose, mais plutôt s'appuyer sur ce qui existe.